Le CRO, c'est pas seulement A/B tester, c'est aussi regarder tout son écosystème dans son entièreté et se dire qu'est-ce qui peut améliorer la conversion, améliorer le parcours et m'aider à générer plus de business. On oublie de se poser la question de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que c'est l'utilisateur final qui doit tester. C'est pas les devs, c'est pas les PM. Quand on acquiert un visiteur, il arrive très rarement sur la page d'accueil. Avoir une forte rétention sur sa page d'accueil, c'est cool, mais c'est un peu une vanity métrique. Le design donne envie, la confiance convertit. Les 2/3 des utilisateurs arrivent via un mobile, donc il faut penser son site en mobile first et pas en responsive. On confond souvent trafic et conversion. Ce qui nous intéresse, c'est pas d'acquérir des visiteurs, c'est de faire du business. L'e-com Day est sponsorisé par Reversia et j'ai le plaisir d'avoir son fondateur. Salut Anatole. Salut Greg. Est-ce que tu peux nous pitcher ta solution? Carrément. Écoute, Reversia, c'est simple. C'est une solution qui va te permettre de traduire ton e-commerce dans plus de 110 langues de manière automatique. Donc, on va aller récupérer l'intégralité de ta boutique et on va aller la traduire avec Claude automatiquement pour toi. Donc, ça veut dire que dès que tu vas créer un contenu ou modifier un contenu, on va le détecter et le traduire dans la foulée. Tu vas pouvoir appliquer des règles glossaires, donc des prompts pour donner des consignes à l'IA pour lui dire je veux que tu traduises de telle manière, je veux que tu améliores de telle manière, etc. Et aussi, par exemple, décider de ne pas traduire certains contenus. Tu vas pouvoir piloter l'intégralité de ta traduction en quelques clics. Merci encore de sponsoriser l'e-com Day et on envoie la suite de la vidéo. Et voilà. Et ça marche, on est de retour. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à toutes et à tous. Ça va être difficile de passer après Marilou et Kate. C'était une super présentation SEO. Si vous l'avez ratée, elle sera disponible incessamment sous peu en replay. On l'enverra dans la newsletter e-com Day. N'oubliez pas de vous inscrire de lundi. Et on aura évidemment les récaps qu'on va vous envoyer le plus vite possible. Là, maintenant, on va parler CRO. Et on va en parler avec Kevin. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Me revoilà de l'autre côté de la table et on va parler effectivement CRO. On va faire des récaps, on va faire un récap lundi et ça tombe bien parce qu'on va parler de checklist CRO. On va essayer de donner une checklist pour bien préparer les prochains mois et son Q4. Et bon, voilà. on y va. Est-ce que, Kevin, tu as préparé 10 points à aborder dont on va discuter maintenant, très précis, mais je peux te proposer plutôt de commencer par te présenter. Je m'appelle Kevin, je suis CTO, lead dev de base. J'ai beaucoup travaillé dans l'univers du dev sur mesure et du SaaS. Ensuite, l'âge avançant, on essaye de changer un petit peu. On a envie de changer un petit peu, aller dans du management, de la gestion de projet. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'e-com. Et c'était tout ce qui était lié à la conversion, parce que faire du beau code, des beaux outils, c'est bien. Mais faire des outils qui servent à quelque chose et qui servent des enjeux business, moi, c'est ce qui m'anime le plus. Et ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble, 3 ans chez Cosa, dont 3 ans chez Cosa, et maintenant, depuis quelques temps, chez Atelier Blend. On accompagne avec toi plein de clients, que ce soit Fauchon, Rouge, Paraboot, Corsica Ferries à une époque, sur des sujets justement d'optimisation, alors soit du site et de parcours et de funnel, soit d'activation d'automatisation CRM. Et c'est ce dont on parle maintenant. Exactement. Alors, on a mis une petite citation. Donc, le CRO, c'est pas seulement A/B tester. Atelier Blend, il y a le AB de A/B tester, mais c'est pas seulement ça. Parce que c'est aussi regarder tout son écosystème dans son entièreté et se dire qu'est-ce qui peut améliorer la conversion, améliorer le parcours et m'aider à générer plus de business. C'est pas seulement pour nous étudier des datas et se dire je vais changer un bouton ou je vais redisposer l'ordre de mes blocs. Et donc, du coup, on va parcourir 10 points qui sont saillants pour moi, qui reviennent en tout cas dans quasiment toutes mes interventions. Et je voulais les partager du coup avec vous. Le premier point, c'était tester sans comprendre. Parce que souvent, on teste, on A/B teste autour de la data et on oublie de se poser la question de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. Et je pense que c'est important à un moment de revenir à des basiques et de regarder comment l'utilisateur utilise le site, utilise l'app. Il y a des outils géniaux pour faire ça en plus.
Et en plus, on peut le faire avec des outils, on peut le faire avec des vrais humains, c'est sympa aussi, mais on peut le faire avec des outils. Il y a Clarity qui fait ça très bien, on peut replay des sessions, c'est pertinent et ça nous permet de voir des choses. Mais pourquoi il clique là? Et petit à petit, on voit qu'il y en a beaucoup, en fait, qui cliquent là. Et sûrement qu'il y a quelque chose de mal pensé. Et en creusant, en faisant des interviews utilisateurs, ça se fait assez vite. On en parlait tout à l'heure avec Lucide Gaïa qui, dans le showroom, interpellait ses clients pour faire tester des nouvelles features. Parce que finalement, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que c'est l'utilisateur final qui doit tester. C'est pas les devs, c'est pas les PM, c'est vraiment l'utilisateur final. Il y a autre chose aussi, quand on a une hypothèse, c'était important de le souligner et je fonctionnais, déjà comme ça, dans mes précédentes expériences qui étaient surtout axées sur le développement. C'est ce qu'on appelle en dev le test driven development. C'est vraiment de écrire un test avant de développer une feature. Ça veut dire que ça nous oblige, pardon, à intellectualiser ce qu'on va faire et se dire comment je vais la tester. Et donc, du coup, on remonte le fil finalement et se dire mais comment je vais la développer pour la tester. Et du coup, ça, par exemple, c'est vraiment de se dire eh ben, je veux que mes clients adhèrent à mon programme de parrainage. Quelles sont les actions qui vont permettre d'adhérer à ce programme et qu'est-ce que je vais devoir vérifier pour voir que ça fonctionne. Et ensuite, on remonte le fil et là, on peut mettre en place des vraies features. Donc en gros, on prépare le TDD version CRO, on observe, on communique avec ses utilisateurs pour comprendre les parcours et les freins. Et puis surtout, donc on récolte de la data et on essaie de s'attaquer à la bonne page. Parce qu'on l'a vu, ça, Exactement. Exactement, on l'a vu, belle transition. Optimiser la mauvaise page. On a souvent tendance à regarder sa home. Souvent, on voit quand on présente des maquettes d'un site à un client, il va souvent regarder la taille de son logo. Il va souvent regarder sa home, sa zone héros. Aujourd'hui, quand on acquiert un visiteur, il arrive très rarement sur la page d'accueil, très rarement sur la zone héros. Donc, avoir une forte rétention sur sa page d'accueil, c'est cool, mais c'est un peu une vanity métrique. Ce qui compte, c'est vraiment où l'utilisateur va arriver et que le chemin entre son arrivée et la commande, je parle de chemin en termes de parcours utilisateur et de pixels, mais aussi le chemin intellectuel, et doit être le plus court possible pour que ça convertisse le mieux possible. Et il y a aussi du coup la step avec la plus grosse chute. Donc là, c'est vraiment de mettre en place une étude de son funnel sur GA4, de vraiment bien regarder à quel endroit on perd des utilisateurs. Donc on peut aussi parfois se tromper de cible et de vraiment mettre des entonnoirs de conversion et d'étudier ces entonnoirs parce qu'on peut parfois se dire on le perd au moment du paiement parce qu'on n'a pas mis une page de paiement embarquée via des hosted fields. Ça, vraiment, c'est des choses qu'on doit remarquer très vite. Et l'autre chose qui est important pour moi aussi, c'est de segmenter le taux de conversion par source. On le voit de plus en plus. Et de bien, pour cela, donc bien isoler la source d'acquisition. Donc on voit avec le Géo, on a un vrai sujet sur les referrals et de bien identifier d'où vient son visiteur pour ensuite bien le traquer dans tout son parcours utilisateur. Ça, c'est vraiment une clé aussi pour bien étudier sa conversion par source et pas étudier la conversion au global. Le point suivant, c'est intéressant parce qu'on en a parlé aussi en SEO avec Kate et Marie-Lou à l'instant, c'est la réassurance. La réassurance, alors voilà, j'ai mis une punch parce que j'aime bien ça. Le design donne envie, la confiance convertit. Alors pour moi, c'est vraiment la clé, on arrive, la page est belle, le produit est convaincant. Maintenant, si on a de la réassurance, de la preuve sociale, on voit que ça peut correspondre à beaucoup de personnes. On a des avis qui ne datent pas de trop longtemps. Parce que parfois, on a des avis qui sont trop datés, mais ça peut aussi être lié à la profondeur de son catalogue produit, au nombre d'acheteurs, au flot de relance pour poser des avis, pour mettre un avis. Et là-dessus, on a tendance à dire, ne mettez les avis que sur vos produits phares, que où on a de la data. Le mieux, c'est de ne pas mettre d'avis si on n'a pas de la donnée fraîche et pertinente. La politique de retour aussi doit être en une ligne. En plus, depuis aujourd'hui, hasard du calendrier, c'est obligatoire de faire vraiment des retours très facilités pour l'utilisateur. On en a quand même beaucoup parlé sur LinkedIn et les réseaux, les newsletters, mais je veux bien quand même que tu nous donnes plus de détails parce que c'est pas évident pour tout le monde. Eh bien, depuis le 19 juin, depuis ce matin, il faut absolument faire un process de retour dans les 14 jours suivant la date d'achat très simplifié. Alors, le nombre de clics n'a pas été tout à fait formalisé, si je me trompe pas dans la réglementation, mais ça doit être très simple pour l'utilisateur et accessible. Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle parce qu'on va perdre du chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle parce que finalement, on va pouvoir aussi
le mettre en argument, le mettre en avant. Ça va être très simple. Et donc, du coup, ça va lever un nouveau frein avant l'achat. Et ça va aussi permettre d'avoir moins d'acheteurs peut-être un peu frustrés, un peu mécontents de leur expérience, puisqu'ils peuvent le retourner et on aura encore plus d'avis positifs. Donc, ça peut aussi servir le business à terme. Alors, comme toujours, l'amende, elle est assez impressionnante. Hein. Ouais. Je crois 75 000 € si je dis pas de bêtises. On est là-dessus. Ça tombe pas forcément, mais bon, c'est bon à savoir. Voilà, c'est partie des chantiers. Si j'ai bien compris valider, aussi, il y a un mécanisme de sanction qui est assez intriguant. C'est si vous n'avez pas ce process sous 14 jours, en fait, vous pouvez le retourner 1 an plus 14 jours. En fait, si C'est vous n'avez une pas la bonne possibilité de grosse le faire. punition, ça, hein. C'est assez dissuasif ou persuasif selon comment on voit le truc. On parle de la fiche produit, on parle de la réassurance. Aujourd'hui, le trafic est principalement mobile. C'est ton point suivant. Oui, alors on voit encore des présentations de maquettes où on parle de responsive, où on les présente en desktop. Pour moi, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Il faut regarder le site en mobile parce que plus des 2/3, vraiment, souvent même beaucoup plus que les 2/3 des utilisateurs arrivent via un mobile. Donc, il faut penser son site en mobile first et pas en responsive. Alors, pour ceux que ça intéresse, le responsive, c'est on est en desktop et on vient réduire et réordonnancer les blocs pour que ça fonctionne. Le mobile first, on le pense tout de suite en mobile. On voit très vite, en expliquant comme ça, que c'est pas du tout la même mécanique au niveau de sa façon de penser l'interface. Et donc, du coup, si on le pense en mobile first, on va le tester avec le pouce. Tout doit être accessible en un pouce, enfin en un tour de pouce. Et donc, du coup, toujours pour le même objectif, de réduire le chemin entre l'arrivée de l'utilisateur et sa prise de commande. Dans cette même logique, je parle du sticky add to cart. Donc, il faut absolument que le bouton ajouter au panier, le prix et le maximum, tout en respectant une certaine hauteur, le maximum d'éléments de réassurance soit toujours visible à l'écran, parce que ça, pareil, ça rassure. Le chemin, on se dit, le client est intéressé, il va scroller pour trouver le bouton acheter. Eh bien, projetez-vous dans votre utilisation mobile et essayez de prendre du recul et de vous dire, est-ce que chaque micro-friction, finalement, n'en devient pas très vite une grosse? Et sur le volume de visiteurs, il faut vraiment traiter toutes les micro-frictions comme un sujet important. La dernière chose qui est importante, et on en reparlera dans une slide suivante, c'est la performance. Il faut vraiment tester son site sur une 4G, voire un petit peu dégradée. Ça peut se faire via le réseau, ça peut se faire aussi via la console, via l'inspecteur de votre navigateur, de dégrader un peu la connexion. Si on teste toujours sur la fibre du bureau en Wi-Fi, on a tendance quand même à ne pas voir des défauts de performance. Et ça, rajouter une vraie friction aussi, vous, en tant que testeur à l'utilisation, ça permet de voir ce qui vraiment peut pêcher quand on a une connexion dégradée. Donc, il faut le tester en connexion dégradée parce que qui peut le plus peut le moins. Si tout fonctionne en connexion dégradée, ça fonctionnera encore mieux quand on a la fibre. Tout ça, évidemment, doit se faire pour transformer ton trafic et pas verser de l'eau dans un seau percé. Oui, c'est ça. Alors, on confond souvent trafic et conversion. Il faut absolument mettre des métriques en place et du suivi en place pour vérifier la conversion. On peut acquérir beaucoup de visiteurs et on a tendance à dire, voilà, on a bien progressé sur le SEO, on en parlait justement juste avant, du SEO, c'est cool, on a bien progressé sur le SEO, on acquiert 20 000 visiteurs en plus. Qui convertit? Ce qui nous intéresse, c'est pas d'acquérir des visiteurs, c'est de faire du business. Donc, on doit vraiment toujours se demander qui convertit. Et pareil, quand on compare des chiffres et des métriques, il faut essayer d'avoir des chiffres et des métriques vraiment liés à votre univers de marché, à vraiment que ce soit des données comparables. On a échangé avec Lucie de Gaia Bike qui vend des vélos autour de 2005-3000 €. C'est pas du tout les mêmes métriques qu'un e-commerçant qui vend par exemple des vêtements à coudre soi-même et qui a un panier moyen autour de 25 €. C'est pas du tout les mêmes métriques. Donc il faut se comparer avec ce qui est vraiment comparable et ne pas regarder ou demander juste à Claude c'est quoi un bon taux de conversion. J'ai déjà vu ça, quelqu'un taper dans Claude c'est quoi un bon taux de conversion. Je pense qu'il répond comme si on lui demande c'est quoi une bonne voiture, mais Je pense que Claude est suffisamment intelligent pour se répondre, ça dépend. peut-être, faudrait tester, ouais. Il va répondre en tout cas, mais je pense qu'il va répondre d'ailleurs qu'il faut regarder les métriques du marché.
On a parlé du site et du funnel jusqu'à présent. On a fait des super épisodes sur ce qui se passe après, sur le panier, avec Thomas Pédegaille de Email Club. Et c'est ça dont tu nous parles maintenant. Les emails, alors la conversion, en fait, on a tendance à s'arrêter au moment où le client achète. Mais tout continue, en fait. Il faut vraiment penser à cette deuxième conversion, c'est la page de remerciement où on peut remettre en place un mécanisme de cross-sell, upsell sans ressaisir ses moyens de paiement. Donc ça c'est vraiment un levier de conversion intéressant et qui est assez simple à mettre en place. Il y a plein de solutions qui font ça. On va avoir aussi les relances de paniers abandonnés pour quelqu'un qui n'a pas commandé. Donc là, on s'est arrêté au checkout, mais c'est un checkout échoué. Et donc ça, il faut vraiment le mettre en place. On doit aussi vraiment miser, mais pareil, selon le marché, c'est pas valable pour tout le monde, mais on doit vraiment miser sur le réachat. On voit que c'est vraiment un bon levier de conversion. Le réachat, on va reparler tout à l'heure de conversion versus rétention, enfin plutôt acquisition versus rétention. Et aussi, on néglige souvent, et d'ailleurs c'est dans une intervention de Thomas d'Email Club qu'on en avait parlé, mais on néglige souvent l'impact marketing de l'email de confirmation et de tout le flow d'email transactionnel lié à cette transaction qui a vraiment un impact, qui peut avoir un impact commercial important et qui est gratuit finalement parce que vous allez l'envoyer, vous devez l'envoyer. Il y a 70% de taux d'ouverture sur ces emails. Après, il faut faire attention avec l'opt-in parce que si on n'est pas opt-in pour du démarchage commercial, il faut adapter les blocs et il faut faire gaffe du coup à son discours. Mais c'est important quand même de remettre des éléments de réassurance sur la marque, de remettre des liens pour donner son avis. Tout ça, c'est OK. Ouais, on avait même abordé le sujet de faire de l'upsell dans cet email. Tu vois, d'avoir une confirmation dans l'OMS de la commande après 1 heure ou 2 heures, l'email par avant. Avez-vous bien pensé à, ou est-ce que le modèle X peut aussi vous intéresser? Mais si le client est opt-in au niveau commercial, effectivement, c'est tout à fait possible et c'est simple. Ça peut même se faire techniquement très rapidement puisque dans le checkout, on lui a proposé des produits d'upsell, de cross-sell. Il suffit de les stocker dans un objet de la commande au niveau de la donnée et de les ressortir dans l'email de confirmation de commande, voire même de notification d'expédition. Ce sera trop tard pour le mettre dans le même colis, mais ça marche quand même. Ouais, et ce qu'on ne dira pas dans cet échange qui est enregistré, c'est que cet email de confirmation, il part de toute façon, c'est du transactionnel. Donc, qu'il soit opt-in ou non, lui pousser quelques nouveaux produits, c'est pas la fin du monde. Mais comme c'est enregistré, on va pas le dire. C'est ça. Voilà, ça, il faut pas le dire. L'email, on y reste. Oui, on y reste parce qu'on néglige trop souvent l'email et c'est vraiment des stats que nous donnait aussi Thomas. C'est normalement une bonne séquence d'email, une bonne utilisation de l'email pour un commerçant, c'est minimum 20% de son chiffre. Alors j'ai mis 15-20 parce que je me suis dit selon notre audience, ça peut créer de la frustration, mais il faut vraiment se dire que ça doit au moins générer 15-20% de son chiffre d'affaires. Et il faut aussi segmenter ses communications. Ça, c'est super important qu'il y ait pas le même email pour tout le monde et qu'on ne raconte pas la même chose à tout le monde et aussi au même moment. Donc, c'est important qu'il y ait des séquençages dans les emails, donc dans le temps et aussi dans la segmentation du ciblage. Donc, le séquençage, c'est on ne va pas envoyer le même email quand vous inscrivez sur le site ou quand vous inscrivez à la newsletter à J0, à J2 et à J15. Il faut vraiment faire évoluer son discours. Et l'avantage, c'est que dans tous les CRM, il y a des logiques de flow, d'A/B testing et on peut très vite tester des choses. Ouais, et l'email, c'est quand même le truc le plus simple à A/B tester. On a des milliers d'adresses, on change un bloc. Même sans outils, on est capable de faire des tests assez concluants facilement. C'est le moyen sûrement le moins cher d'acquisition client. C'est le moyen le moins cher d'acquérir des clients. Et c'est certainement le plus efficace, celui qui est le plus simple à A/B tester. Et c'est aussi celui qui convertit le mieux. Et c'est aussi celui qui est le plus sous-exploité chez les clients qu'on accompagne. Il y a un truc qui est hyper important pour le CRO et qu'il est aussi pour le SEO. Je ne sais pas si Kate et Marie-Lou de Flair en ont parlé, mais c'est la perf du site. La performance, on a tendance, mais c'est lié au point sur le test des connexions, on a tendance à se dire non, mais il est rapide mon site, forcément, on le teste sur une fibre optimisée. Il faut savoir que chaque seconde que passe un visiteur à attendre que le site se charge, j'ai pas la métrique en tête, mais on perd beaucoup de monde à chaque seconde. Et il faut vraiment faire super gaffe à ça. On a un score de 50 points qui doit être vraiment le niveau 0, c'est 0, 50 c'est 0 sur mobile, donc il faut absolument
optimiser. Ensuite, il faut aussi regarder, alors c'est cool, hein, l'écosystème, que ce soit Shopify, PrestaShop, même sur WooCommerce, on a pléthore d'applications, de tools, de choses qu'on peut rajouter. Les équipes passent au marketing digital et rajoutent des petits tools. Des fois, on a un Hotjar, un Clarity, un GA. Ça vaut le coup parfois de regarder à quoi sert chaque application. Est-ce que ça vaut le coup de charger toutes ces applications? Parce que tout ça, ça vient forcément ralentir. Et on l'a vu encore récemment sur le site d'une super marque qui chargeait 180 scripts 180 scripts sur la page sur d'accueil. la page d'accueil. C'est une C'est énorme. hérésie. Et tu avais 290 requêtes en tout qui étaient faites. Et pas au bon moment. Donc ça aussi, d'ailleurs, dans la... T'en as parlé ou pas? Du lazy loading, le fait aussi Ouais. que ce soit... Il y a plusieurs éléments. Il y a le lazy loading, c'est le fait de ne pas charger des éléments qui ne sont pas affichés. Et il y a aussi le fait de ne pas charger toutes les librairies sur toutes les pages. On peut avoir parfois une librairie qui permet de faire du cross-sell, upsell dans la fiche produit le panier qui va être chargée sur toutes les pages du site. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Il faut vraiment faire attention à ça. On est bon sur cette slide. Bon, on en a parlé ce matin avec Mouna de Majam. Super interview aussi que je vous recommande d'écouter en replay si vous l'avez raté. C'est beaucoup plus cher. Il est beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client que de fidéliser ou de retenir un client existant. Ça, c'est sûr, tout le monde le sait, c'est vraiment un poncif du commerce. Tout le monde sait que c'est toujours plus cher d'acquérir versus retenir. Et retenir son client, ça a vraiment un gros enjeu pour nous. C'est que en plus, on n'est pas dépendant des plateformes d'acquisition parce que souvent, voilà, au niveau des coûts, on sait qu'au niveau de Meta, Google, il y a eu des fortes augmentations ces dernières années. Et donc, avec l'email, on va pouvoir faire de la rétention et le retenir. C'est important aussi, encore une fois, de mettre une vraie métrique en face de ça et de conserver, de se dire, voilà, comment je fais pour conserver mes clients et du coup de surveiller cette métrique. Donc la meilleure métrique, c'est vraiment de diviser sa lifetime value par le coût d'acquisition client. Ça doit être forcément bien supérieur à 3. Je pourrais détailler ce calcul peut-être sur LinkedIn si on m'envoie ou dans la prochaine newsletter de Ecom Day, je vous mettrai vraiment le calcul détaillé. C'est important de calculer sa lifetime value. C'est le nombre d'achats d'un client sur une année fois la durée. En fait, c'est vraiment son nombre d'achats, sa lifetime. Il reste 3 ans. Son nombre d'achats moyen sur une année fois 3, ça va être sa lifetime value. Moi, je pense qu'il faut la calculer sur la marge et pas sur le chiffre d'affaires parce que sinon, c'est beaucoup trop trompeur, en fait. Donc, il faut vraiment calculer ça sur la marge et j'ai trop souvent tendance à voir ce calcul sur le chiffre d'affaires. Ensuite, créer un programme de fidélité, ça paraît une évidence. On se dit tout le monde le fait, mais c'est important de pas juste faire un programme de fidélité à point, mais de faire quelque chose d'engageant, qui sert un discours, qui crée une communauté, qui donne envie d'être utilisé. Et il faut pas le cacher. On voit trop souvent des programmes de feed qui sont faits un peu à contre-cœur et on le voit, tu sais, il est en bas dans la fiche produit. Bon, il y a 10 points, mais on n'a pas très envie de te les donner. Mais si, sinon le fais pas. Si t'as pas envie, le fais pas. Il faut vraiment mettre en avant le programme de feed, donner 10 points tous les 10 € d'achat. Il faut presque le mettre sous le bouton ajouter au panier parce qu'on vient tout de suite vraiment instiller l'idée dans l'esprit de l'utilisateur il y a un programme de feed, il va s'inscrire peut-être dans le checkout et après on va l'embaser différemment puisqu'on en a parlé, c'est important de communiquer différemment aussi avec ce segment-là et on va venir du coup plus le relancer et apporter de la valeur aussi dans cette relation client. Et pour finir, il faut ne pas avoir peur du changement. Exactement, on voit qu'il y a trop souvent beaucoup d'excuses quand on propose une nouveauté, tout ce que ça peut engendrer comme problème versus tout ce que ça peut générer comme élément positif. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment inverser la réflexion. Il faut se dire, qu'est-ce que ça coûte de tester? L'A/B testing, c'est natif chez Shopify, c'est facilement implémentable dans beaucoup de solutions. Il faut tester parce que finalement, on a beau mettre en place toutes les métriques, toutes les projections, toutes les conjectures, on ne sait pas ce que va donner un test. Donc, il faut vraiment tester et c'est la seule façon de savoir l'impact que va avoir une modification tout simplement sur son chiffre d'affaires, parce que c'est ça la finalité, c'est modif, chiffre d'affaires, le reste entre les deux. Alors ensuite, t'as mis un truc, t'as mis tester. Parfois, il faut retester. Et on a eu le cas récemment
tu sais, sur une optimisation d'un moyen de paiement. Oui, mais on avait testé il y a 1 an et demi et ça n'avait pas marché. Ouais, mais elle a peut-être évolué, elle a peut-être Oui. changé. Ça vaut le coup de retester régulièrement. Les outils changent tellement souvent que un insight qu'on a il y a peut-être pas 6 mois, mais il y a 1 an, il y a 18 mois, mérite d'être retesté s'il y a des Ouais. infomarchés qui tendent à penser que ça vaut le coup de le tester. Ouais, c'est clair, il faut retester. On le voit, par exemple, il y a des choses qui vont évoluer dans les mois qui viennent sur Alma, sur le paiement fractionné. Il y a des choses qui vont évoluer au niveau de la législation. On sera plus du tout sur les mêmes interfaces. Est-ce que ça devrait logiquement moins bien convertir parce que ça va plus protéger, entre guillemets, le consommateur, mais il faut retester. Tout ça, ça change, ça évolue, les solutions évoluent. On parle de Shopify, par exemple, avec les hosted fields. Au début, très peu de PSP, donc de plateformes de paiement étaient acceptés en hosted field, étaient partenaires. Donc, du coup, il fallait quitter la page et revenir. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y en a de plus en plus. Donc, le test n'a plus du tout le même sens. Si on avait testé un PSP où on quittait le checkout pour payer et où on revenait versus on ne quitte pas le checkout, eh ben, c'est pas le même test. Ensuite, il y a aussi un truc, c'est que dans les orgas, souvent, et dans les petites boîtes plus particulièrement, parce que la période a été un peu chargée, un peu dure, on est en équipe réduite et on a une to-do longue comme le bras d'optimisation qu'on aimerait faire ou qu'on a faite, mais qu'on n'a pas fini, qui n'ont pas forcément marché. Ça vaut le coup de se repencher sur ces sujets-là. Parfois, c'est des petites choses. Ouais, Et en c'est termes clair. de priorité, l'impact versus résultat, enfin le coût humain ou le coût financier quand ça passe par un partenaire versus le résultat, mérite d'être challengé, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, on a aussi tendance à toujours réfléchir en développement. On fonctionne toujours de la même façon. On fait d'abord le debug, ensuite les améliorations et ensuite on développe du projet. En e-commerce, ça veut dire qu'on va jamais développer du projet, cette logique-là. Donc, il faut à un moment aussi être smart et se dire, allouer un petit peu de temps, même s'il y a des choses qui bug, allouer un petit peu de temps, 15-20% du temps de développement, à allouer aux quick wins. On en parlait en SEO tout à l'heure, des quick wins. Et là, vraiment des petites choses qui vont nous faire gagner des points de conversion, qui vont permettre finalement au niveau business, si on regarde la mécanique, elle est assez simple, ça va nous permettre de financer plus de développement et donc du coup de corriger les bugs. Donc mécaniquement, si on se focus seulement sur l'urgent de son site en termes, en oubliant un peu le business et ce qui peut vendre plus, eh ben, on se trompe de combat. Ça fait déjà un bon début. Une checklist de 10 points, 10 points à revoir, peut-être pour conclure. Beh, et finalement, voilà, le CRO, alors je me suis posé la question en préparant ça, je me suis dit: «C'est quoi le CRO finalement?» Est-ce que c'est juste, convertir un visiteur? Mais non, c'est plus vraiment une question, pour moi plus globale, c'est de se dire: «Est-ce que, on acquiert des clients, on se bat pour être visible, pour avoir des belles communications, une belle image de marque, un bon storytelling?» Mais est-ce que finalement, l'endroit et quand je parle d'endroit, je parle vraiment de cocon, un peu d'expérience, de à quel moment, enfin le cocon est vraiment global de le visiteur arrive jusqu'à comment on le relance, comment on lui demande un avis. Est-ce que tout ça, ça mérite finalement tout le travail qu'on a fait avant ou est-ce qu'on vient pas un peu le gâcher? Et pour moi, c'est vraiment ça le CRO, c'est de faire en sorte que tout ce qui est fait en amont ne soit pas gâché. Et voilà. Et ben voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et on va laisser la place, après une petite pause, à le programme m'échappe. Ouais, on va parler de SEO international avec Aymeric Bouillat, qui est un expert en SEO international, et surtout Orlan Abad-Pérez de Easy Peasy. Ça commence dans 15 bonnes minutes. Ça commence à 15h40. Revenez, à tout à l'heure.